est drogué et se retrouve projeté dans une réalité autre. Et il va, à la fin de l'épisode, rétablir le réel en s'emparant d'un miroir qui est accroché au mur, un miroir qui est de guingois. Et il va littéralement redresser le miroir, donc rétablir la réalité. Mais la manière dont c'est filmé en vue subjective, c'est-à-dire que la caméra est à la place du miroir et c'est l'acteur qui empoigne la caméra. Donc en même temps que le personnage rejoint la réalité, c'est nous, spectateurs, qui sommes entraînés avec lui et à retourner dans l'univers de la prison, qui est celui du village. Donc là, on est dans un niveau d'écriture, de mise en scène, de confiance dans le spectateur, qui est un des sommets rarement atteints de la création télévisuelle. Je pense qu'il est au sommet de la montagne, dans une zone où l'oxygène se fait rare. Peut-être que Twin Peaks se promène autour de lui, mais il est bien seul sinon. Parce qu'il y a vraiment un degré de confiance assez délirant. Il ne faut pas oublier que Patrick McGowan, le créateur et le scénariste et l'acteur principal, fuit l'Angleterre à la fin de la diffusion de la première saison, après que la production lui ait imposé un dernier épisode où il devait donner des réponses. Donc, épisode qu'il écrit en 48 heures, dans un état de délire un peu fou, qu'il tourne dans une espèce d'happening absolu, et qui est là aussi un sommet. Mais bon, ça, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est une notion de liberté par rapport à ce que la personne peut dire. Peut-être que toutes les séries qu'on a évoquées tout à l'heure ont cela en commun, qu'il y a derrière un artiste, au sens très large du terme, qui s'exprime, mais qui n'hésite pas à dire « je ». Plutôt que faire un produit de consommation générale, un produit pour la masse. C'est pas les experts. Oui, absolument. Dans le côté britannique aussi, une qu'on n'a pas citée, si je ne me trompe pas, dans Le Saint, régulièrement, l'acteur brise le quatrième mur et s'adresse régulièrement aux spectateurs au début de chaque épisode, un peu comme, c'est pas britannique, mais comme le faisait Rod Serling pour Twilight Zone. Donc il y a un jeu clair avec le spectateur et l'interrogation de la réalité, dans Le Prisonnier j'entends, va dépasser le simple cadre de l'histoire qu'on raconte, effectivement. Oui, alors, quelqu'un veut rebondir là-dessus? Non, je vais rajouter une référence dans la cocotte, comme ça on aura tout mis. Non, et après il y aura encore des choses à rajouter, mais à peu près à la même période dans cette démarche, comment dire, dans la façon dont une chaîne de télé a pu encadrer des démarches artistiques radicales et où ça atteint les limites de leur tolérance d'ailleurs, parce que comme pour les prisonniers il y a eu des problèmes, c'est les Monty Python qui ont et là pareil on se retrouve avec l'exemple de quelque chose qui n'existait absolument pas avant et qui est qui historiquement fait date parce qu'il donne à voir quelque chose que personne n'avait vu et qui a un côté vraiment complètement iconoclaste, y compris sur le fait de se présenter comme des comiques. Oui, non mais effectivement, les Monty Python d'ailleurs utilisent aussi beaucoup la parodie et le pastiche. Et on sait ce que c'est devenu après, avec des auteurs comme Terry Gilliam, qui au départ bien sûr faisait partie des Monty Python, était un des auteurs principaux des Monty Python. Pour avancer un peu, parce que effectivement on pourrait parler très longuement du prisonnier, ne serait-ce que ça, il y a une telle diversité thématique et en même temps il y a des aspects formels très intéressants, par exemple le générique, qui est à la fois toujours repris et en même temps avec des variations perpétuelles. Donc on peut s'amuser à jouer là-dessus, c'est-à-dire dire voilà, dans tel épisode, qu'est-ce qui change dans le générique du prisonnier. Et dans certains cas, il y a une séquence pré-générique avant d'arriver au générique lui-même. Je ne sais pas si Étienne parlait de ça, de dimension formelle. Non, c'est par rapport justement à la différence. Et là, ça peut intéresser les traducteurs, la VO et la VF. Oui. Parce que la première fois que j'ai vu Le Prisonnier, il y a ce dialogue entre le numéro 2, donc le chef du village, et le numéro 6. Toujours le même dialogue qui revient dans un seul épisode. Et avec la question forte, c'est donc qui est le numéro 1 ? Et l'autre qui lui répond, vous êtes le numéro 6. Donc, who is number 1 ? Appréciez l'accent. Et la réponse, you are number 6. Sauf qu'en anglais, c'est une virgule de différence. You are number 6. Traduction, vous êtes le numéro 6. Mais si j'ajoute une virgule, et des fois on a l'impression de l'entendre, ça devient you are number 6, c'est vous l'êtes numéro 6.
Absolument. Et dans ce cas-là, on est dans un moment où, moi, en tant que spectateur, je suis devant un éventail de possibles qui ne me donne aucune réponse. C'est pour ça que je parlais d'intelligence hypothétique du spectateur, à qui on pense qu'il est capable de faire le reste du chemin dans la participation qu'on attend de lui. Tout à fait. Alors, pour aller dans ce même sens, et je te redonne la parole après, il y a une thématique, et là on va peut-être parler de vos œuvres aussi. Moi, ce qui m'a frappé donc, par rapport à cette idée de mystification du spectateur, manipulation du spectateur, c'est la question du double. Dans un des épisodes, le personnage a un double. Et donc on reste cependant avec le point de vue du personnage, mais à un moment donné on a des doutes, on se demande qui est le vrai numéro 6, puisque tous les deux se ressemblent parfaitement. Il y a juste un petit détail, je ne vais pas spoiler, il y a un petit détail qui va permettre d'identifier le véritable numéro 6. Et donc ce jeu sur le double, et donc tout ce qu'il fait pour identifier le double, c'est quelque chose qui va marquer profondément, je crois, l'imaginaire cinématographique et télévisuel dans les années à venir. Voilà, c'est des choses dont on retrouve l'héritage bien des années plus tard et jusqu'à aujourd'hui, me semble-t-il. C'est juste sur une question de traduction aussi qui malheureusement est un peu perdue en VF, c'est le célèbre Bonjour chez vous dans Le Prisonnier, où tout le monde, quand il va faire ses courses sur le marché, tous les gens du village se saluent en disant bonjour chez vous en VF, bonjour chez vous. En anglais, c'est be seeing you. C'est-à-dire, à la fois le côté sympathique, nous nous reverrons à la prochaine, etc. Mais be seeing you, c'est avant tout, je vous vois, nous vous voyons, tout le monde se voit. Ce qui ramène au panopticon d'ailleurs. Oui, j'ai un rebond sur le panoptique, ça vient de me frapper. Non, mais c'est comment dire, il y a aussi ce fait. Pardon, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi l'Angleterre. Et il y a un événement quand même. Il y a un élément fort dans la culture britannique et en particulier à partir des années 60, c'est la mise en place de la vidéosurveillance massive. C'est à la fois le pays de la BBC, donc chaîne publique d'empire, d'un ex-empire colonial avec une espèce de volonté hégémonique de parler en langue anglaise à tous les publics de langue anglaise, et en même temps c'est la CCTV, donc c'est le fait d'installer partout des caméras de vidéosurveillance pour sécuriser. Mais y compris après je sais pas à quel point c'est une légende, mais il y a quelques années ils avaient fait une enquête sur les retraités britanniques qui viennent habiter en Bretagne, qui viennent acheter des propriétés. Donc il y a le coût du foncier effectivement qui est un truc attractif, et il y a aussi le fait qu'ils supportent plus d'être sans cesse dans les lieux publics sous le regard des caméras de surveillance. Justement, ce coup du panoptique, effectivement, j'ai pas les éléments historiques, mais en tout cas, moi, je me place dans les 10, 15, 20 dernières années. Rapport à tout ce qui concerne Internet, il y a quelque chose, je pense qu'il y aura quelque chose à développer pour quelqu'un qui a plus d'éléments que moi, mais il y a un truc très profondément ancré dans l'esprit britannique concernant cette histoire d'observation et de surveillance. Il y a, ça avait un peu choqué d'ailleurs, il y a à peu près 10 ans, je crois, l'Angleterre la Grande-Bretagne avait ouvert une expérience comme quoi vous avez accès au flux de CCTV en ligne, et si vous voyez quelque chose, vous aviez un bouton rouge pour aller dénoncer un truc que vous aviez vu qui était louche. Il y a aussi le fait qu'il y a le fameux firewall de David Cameron, qui est l'un des grands fantasmes des gouvernements actuels, en se disant on va bloquer à nos frontières tous les sites qui répondent, qui sont potentiellement louches, sachant que c'est prouvé que ces firewalls sont toujours des gruyères et bloquent exactement ce qu'on voudrait voir et ne bloquent pas ce qu'il faudrait bloquer si on décidait d'appliquer ça. Donc il y a effectivement quelque chose et là je ne saurais pas aller plus loin, mais il y a un rapport fort. C'est le rapport disons avec la chose publique et le bien public, qui n'est pas du tout le même qu'on a en France. C'est-à-dire que le rapport avec la communauté passe de personne en personne. En France, c'est transite par l'État. Tout transite par l'État, bien qu'on ne veuille pas le dire.